Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir le cours sur la chaîne d'information et particulièrement acquérir et convertir l'information. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est tout à gauche de la chaîne d'information et donc qui forme le début de la chaîne d'information. Donc en parlant d'information, il faut déjà comprendre ce que sont les différents types d'informations. On va avoir des informations logiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations qui n'ont que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit ça vaut 0, soit c'est 1, soit c'est un niveau bas ou un niveau haut, etc. Donc deux valeurs possibles. On va avoir des informations de type analogique. Alors ici, il y a une infinité de valeurs possibles. C'est-à-dire que pour une mesure, on va pouvoir avoir une valeur de 2 mètres. Si on est un peu plus précis, on aura 2,32 mètres. Si on est encore un peu plus précis, on aura 2,32565 mètres. Et si jamais on est encore plus précis, on aura 2, blablabla, etc. Donc ça, c'est une information analogique et donc une infinité de possibilités. Enfin, on va avoir des informations numériques. Elles ont un nombre fini de valeurs possibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont codées avec un certain nombre de bits. Donc si jamais j'ai 8 bits, je pourrai avoir 256 valeurs et pas plus que ça. Si jamais je suis sur 16 bits, j'aurai beaucoup plus de valeurs. Donc ça, c'est les trois types d'informations qu'on va devoir utiliser, logique, analogique et numérique. Regardons un tout petit peu comment ça se passe sur la chaîne d'énergie. La chaîne d'information, pardon. Donc cette chaîne d'information, au départ, il y a le mesurand, comme l'indique le titre. Ce mesurand va être mesuré par le capteur et le capteur va fournir une information au microprocesseur donc qui lui va traiter l'information. Donc quand on regarde ici, on va avoir une information analogique. Une grandeur électrique, une température, une mesure, une distance, enfin quelque chose, un poids. En tout cas, c'est une information analogique. Et en sortie du capteur, avant le traitement de l'information, comme on a fait avoir besoin d'une information numérique parce que les microprocesseurs ne comprennent pas des grandeurs analogiques. Donc il va falloir transformer tout ça en information numérique. Si on rentre un peu plus dans le détail, on va se rendre compte que le capteur, en fait, on va pouvoir le séparer en deux. Il va y avoir la plupart du temps le capteur en lui-même qui va récupérer l'information analogique et qui va la transformer en information analogique ou logique. Et ensuite, on va avoir un élément qui est bien particulier qui s'appelle un convertisseur analogique numérique qui, lui, va transformer cette information analogique ou logique en information numérique pour être envoyée au niveau du microprocesseur et donc de la fonction traitée. On va voir entre ces trois grandeurs comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se comporte. Donc ici, on va regarder un signal à mesurer, en fait, en tout cas à capter, en fonction du temps. Donc là, ce que je vais avoir, c'est que j'ai mon signal, sur les abscisses, j'ai le temps, et sur l'ordonnée, j'ai l'image de mon signal. Donc ici, pour un signal logique, je vais devoir définir un seuil. Et donc en fonction de ce seuil, la sortie, donc l'image que j'aurai, sera soit vrai, soit faux, soit 0, soit 1, soit haut, soit bas. Et donc on va avoir quelque chose ici qui est proposé de la sorte, c'est-à-dire que si jamais le mesurand est inférieur au seuil, je suis faux. Si jamais je suis supérieur au seuil, je suis vrai. Ça pourrait être l'inverse, et ça pourrait, au lieu d'être faux, ça pourrait être haut, bas, etc., comme on a dit avant. Pour un signal analogique, ce qu'on va avoir, donc là ici on a une infinité de possibilités, de valeurs, d'images pour le mesurand. Donc au final, qu'est-ce que ça va représenter? On va avoir la courbe image, ça va être la courbe du mesurand avec un gain, et donc avec voilà, c'est pas un offset, c'est vraiment un gain et une différence. En fait, je vais multiplier à chaque fois les valeurs. Ici, c'est une multiplication avec un coefficient supérieur à 1. Ça pourrait être inférieur à 1 si la valeur, la valeur de l'image, ou en tout cas la courbe de l'image, était en dessous de celle du mesurand. Et ensuite, pour la dernière possibilité, en fait, on va avoir un signal numérique. Le signal numérique, lui, va également
avoir un gain, et donc on va être supérieur ou inférieur aux mesurandes, mais surtout l'information, elle va être échantillonnée, on verra ça juste après, et donc on va se récupérer avec un signal avec des créneaux, comme celui-ci. Donc on peut les reconnaître assez rapidement, ces trois informations-là. La logique, il n'y a que des 0, que des 1. L'analogique, une infinité de possibilités avec un gain, donc un multiplicateur sur le signal. Et le signal numérique, c'est pareil, il va être augmenté ou diminué par rapport aux mesurandes. Et on va avoir des créneaux qui vont être caractéristiques d'un signal numérique. Alors on va voir quelques exemples. Premier exemple qu'on va voir, c'est l'exemple d'un tachymètre. Donc un tachymètre, c'est quoi? Ça mesure ici la fréquence de rotation. Et en image, ça me fournit une tension que je vais pouvoir utiliser. Souvent, ça va être un signal linéaire, tout simple. Et donc ici, quand on vient mesurer le mesurant, donc à une certaine fréquence de rotation, on va avoir une tension image en sortie. On peut aussi donc regarder des exemples sur la température. Et là, on va en voir deux autres qui ont des comportements légèrement différents. Donc, le mesurant, c'est la température, et l'image, ça va être une résistance. Donc en fait, les capteurs de température, ce sont souvent des thermorésistances. Ici, le premier signal, ça va être un signal descendant. Donc on se rend bien compte que quand la température augmente, la résistance diminue. Et donc, on va avoir, si on prend une mesure du mesurand, on va obtenir une résistance image de la température. On va également avoir d'autres systèmes où là, on a des courbes qui sont un peu plus particulières. Donc, ici, toujours pareil, si on mesure le mesurant, donc la température, on va obtenir une image de la résistance. Mais on se rend bien compte que pour certaines valeurs de température, enfin en tout cas pour certaines images, on pourra avoir deux possibilités pour la température obtenue, ce qui peut être gênant. Et donc il faudra savoir utiliser ces types de capteurs avec leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, il faudra faire attention. Ensuite, on va parler de l'étendue de mesure. Qu'est-ce que c'est l'étendue de mesure? Et là, on va revenir sur l'exemple du tachymètre. Donc on reprend juste un tout petit peu la chaîne d'information. On a le mesurand, on a le capteur, et derrière ce capteur va être utilisé, va être converti en information numérique pour être traité par le microprocesseur. Donc le mesurant, c'est ici, l'image, c'est à la sortie du capteur. Donc, l'exemple sur le tachymètre. On va avoir une fréquence de rotation maximale qu'on va définir ici, et donc la largeur, enfin en tout cas ce qu'on va être capable, l'étendue de mesure du mesurant qu'on va être capable de mesurer, ça va être de 0 jusqu'à cette fréquence max. Cela va nous donner une tension image max, donc une étendue de mesure sur l'image. Donc l'étendue de mesure, elle peut très bien s'appliquer sur le mesurand ou sur l'image, pas seulement sur l'un ou sur l'autre. Donc ici, l'étendue de mesure sur la tension, ça va être de 0 jusqu'à l'image de la tension max. Quand on regarde l'exemple sur la résistance, on va se rendre compte que là, par exemple, on va définir que on va avoir un Gmin et un Gmax, donc le mesurant de max et le mesurant de min, donc qui sont définis. Ça nous définit une plage de mesure sur le mesurand, et donc cette étendue de mesure va également avoir une étendue de mesure en termes de résistance sur l'image. Pareil pour le troisième, on va avoir pour une étendue de mesure sur le mesurand, une étendue de mesure image en résistance. Une autre caractéristique qu'il faut connaître, ça va être la sensibilité. Et là, la sensibilité, elle a une formule. Ça va être le delta d'image obtenue divisé par le delta de mesurand mesuré. Et donc ça donne la sensibilité. Comment est-ce que ça se traduit? On reprend notre exemple sur le tachymètre. Et donc ici, on va avoir donc la fréquence de rotation qui va donner en image la tension. Prenons un premier capteur, un
première génératrice tachymétrique avec cette courbe caractéristique. Si on mesure un delta de mesurande donné, je vais obtenir un delta de tension image grâce à ma génératrice tachymétrique. Prenons-en une autre génératrice tachymétrique et on va mesurer un même delta de mesurande. Dans ce cas-là, je vais obtenir un delta de tension image avec cette génératrice tachymétrique qui sera le delta UR pour rouge. Donc maintenant, si jamais j'applique, avec les formules, je vais avoir que ma sensibilité du signal vert, ça va être le delta U vert divisé par le delta du mesurande. Et je vais avoir la sensibilité pour le rouge qui va être le delta d'image delta UR divisé par le delta de mesurande qui, lui, qui entre les deux, est le même. Donc si jamais je regarde bien, je vois bien que mon delta U vert est largement inférieur à mon delta U rouge, ce qui veut dire que la sensibilité de mon signal vert sera plus faible que la sensibilité de mon signal rouge. Un capteur, on va pouvoir lui donner plusieurs caractéristiques. La fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons que je suis capable de... Je connais exactement ce que je mesure. Et c'est un système, une référence. Et donc, je vais utiliser un capteur pour mesurer quelque chose que je maîtrise parfaitement. La fidélité, ça va me permettre d'obtenir des points qui vont être tous regroupés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mesure, j'ai une mesure qui est très proche, des mesures qui sont très proches les unes des autres. Elles ne sont pas forcément justes, mais elles sont toutes très proches. On va aussi également avoir la justesse. Donc la justesse, je reprends, donc le rose, ça représente ce cercle rose, ça représente la mesure dont je connais déjà, qui est déjà calibrée, et je connais parfaitement ce que je mesure. Et ici, dans les mesures que j'obtiens des points qui sont relativement dispersés, mais qui restent dans la valeur que je cherche. Donc là, ici, ça va être l'expression ou l'image de la justesse pour un capteur. Et si jamais j'ajoute la fidélité et la justesse, j'obtiens un système qui est précis. C'est-à-dire que si jamais je reprends mon cercle rouge ou que je connais parfaitement, je vais obtenir des points qui vont être regroupés et qui vont tous être dans ce cercle rouge. Et là, j'obtiens un capteur qui est précis. Ces différentes caractéristiques du capteur ne vont pas suffire. Il va y avoir encore un autre élément qu'il va falloir prendre en compte, même plusieurs. Et le prochain, ça va être l'échantillonnage. Donc prenons un système. Voilà, il est ici maintenant l'échelle, ça va être le temps en abscisse et l'image qu'on va avoir en ordonnée. Je vais d'abord définir un échantillonnage. Un échantillonnage, ça va être des points sur lesquels je vais faire une mesure de mon signal. Donc cet échantillonnage a une période, la TE, la période d'échantillonnage, et donc cela me définit une fréquence d'échantillonnage comme étant égale à l'inverse de la période d'échantillonnage, 1 sur TE. Et donc je propage cette fréquence d'échantillonnage sur mon signal, et à chaque fois que mon mesurand croise la fréquence d'échantillonnage, je vais faire une mesure. Et donc je vais obtenir ici un signal numérique échantillonné. Ce qu'on peut remarquer sur cet exemple, c'est que sur la partie qui est présentée ici, il y a une donc centrale, il y a une précision qui est suffisante, c'est-à-dire que quand on regarde le signal numérique échantillonné, il suit correctement le mesurand, et donc on peut être satisfait de la précision. En revanche, dès que la fréquence du mesurand devient trop rapide par rapport à la fréquence d'échantillonnage, on va obtenir des précisions qui ne vont pas être suffisantes. C'est-à-dire que sur les deux parties qui sont là, on voit bien que les pics n'ont pas du tout été captés par le capteur, n'ont pas été mesurés par le capteur, et ça peut être très gênant. On arrive sur un théorème, le théorème de Shannon,
qu'il va falloir respecter, c'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage, elle doit toujours être supérieure à 2 fois la fréquence max du signal. Donc ce sera vraiment, pour choisir un capteur, ce sera une des caractéristiques essentielles aussi à mesurer, à vérifier en tout cas. Et donc, quand on regarde pour un capteur, on va également avoir d'autres paramètres pour le caractériser. Ça va être la pleine échelle. La pleine échelle, qu'est-ce que c'est? C'est la différence, l'intervalle de mesurande qui peut être mesuré. Donc la pleine échelle, ici je vais pouvoir le définir comme la valeur du mesurand max moins la valeur du mesurand min, et donc ça va me donner la pleine échelle. Je vais également avoir la résolution. Donc la résolution, ça dépend du convertisseur analogique numérique. Et donc ce convertisseur va me fournir un signal qui va être échantillonné sur un certain nombre de bits. Et donc, vu qu'il est échantillonné, ça va me donner un nombre d'échantillons. Et ce nombre d'échantillons grand N, ça va être égal à 2 puissance N, N étant le nombre de bits utilisés pour coder l'information. Enfin, le quantum, c'est la plus petite variation du signal d'entrée qui va avoir un impact sur la valeur numérique de sortie. Donc le quantum, au final, on se rend compte que c'est le mesurand max moins le mesurand min divisé par le nombre d'échantillons, donc 2 puissance n. Donc au final, on obtient, c'est la pleine échelle divisée par 2 puissance n. Et donc avec ça, on a vu l'intégralité du cours sur l'acquisition et la conversion de l'information. On va juste faire un petit exemple. Et pour ça, hop, je vais changer, je vais mettre celui-là et celui-là, hop, voilà. Donc là, ce qu'on va voir, ça va être une jauge de contrainte. Une jauge de contrainte, elle va nous permettre de mesurer, par exemple, le poids, mais des poids relativement importants. Donc, hop, voilà, si jamais je ne suis pas prêt, ça ne va pas le faire. Voilà, je reviens. Donc, j'ai une jauge de contrainte. Elle va me permettre, cette jauge de contrainte, de mesurer une variation de 1000 kg jusqu'à 3000 kg. Elle va me fournir une information donc qui va être codée. Donc le CAN va me sortir une information qui va être codée sur 12 bits de données. Donc maintenant, si jamais je regarde, je vais calculer, la première chose, c'est la pleine échelle. La pleine échelle, ça va être le delta de mesurande que je peux avoir. Donc ici, la pleine échelle, ça va être mon Gmax moins mon Gmin. Et ici, c'est 2000 kg moins, oups, je dis des bêtises, ça c'est la réponse, c'est 3000 kg moins les 1000 kg, et je viens obtenir donc 2000 kg pour ma pleine échelle. Le nombre d'échantillons. Donc d'échantillons. C'est quoi? Le nombre d'échantillons grand N, c'est égal à 2 puissance n, le nombre de bits. Donc ici, mon nombre de bits, mon information est codée sur 12 bits, donc ça me fait 2 puissance 12, ce qui me donne 4096 échantillons. Et enfin, je vais pouvoir calculer le quantum. Lui, le quantum, Q, il est égal donc à la pleine échelle, Gmax moins Gmin, divisé par mon nombre d'échantillons n. Et donc si jamais je regarde, c'est égal à quoi? C'est égal donc la pleine échelle divisé par 2 puissance n, c'est ce que j'ai ici. Et donc j'obtiens 2000 kg
divisé par 4096 échantillons, ce qui me donne une variation d'environ d'ailleurs 0,488 kg. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mesurer une variation plus faible que ça. Au minimum, je suis à une tonne. La valeur suivante que je peux obtenir, donc si jamais je suis à 1000 kg, la valeur suivante que je peux obtenir, c'est 1000,488, etc. Et donc je fais à chaque fois, pour passer de l'un à l'autre, je rajoute le quantum une fois. Donc avec cet exemple, on a terminé. On va faire d'autres exercices pendant les TD. Si jamais vous avez des questions, il faut venir en cours. Vous avez également le cours manuscrit au format Word disponible sur Moodle. Donc voilà, avec ça, vous avez tout.